Bienvenue sur Ma Passion, Mon Job, le podcast qui t'invite à plonger dans ton métier passion. Je suis Célia Leduc et comme chaque semaine, on va parler ensemble vie professionnelle passionnante. Mais avant de commencer, je voudrais te remercier pour l'écoute des épisodes et surtout, si tu aimes le podcast et que tu veux aider Ma Passion, Mon Job à se faire connaître, tu peux me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes avec une note de 5 étoiles. Et c'est même possible maintenant de le faire sur Spotify. À peine on est ado qu'on nous demande déjà de nous orienter. Franchement, je sais pas si tu t'en souviens, mais on a le choix entre une multitude d'options et de métiers, et c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Bon, après, il y a ceux qu'on connaît tous, qui ont su très tôt ce qu'ils voulaient faire dans la vie. Ils n'ont pas vraiment hésité, c'est le cas de Charlie, mon invité d'aujourd'hui. Il a su dès l'adolescence qu'il voulait faire de la musique, mais pas que pour le plaisir, puisqu'il voulait en faire son job. Mais du coup, une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, qu'est-ce qui se passe ? Dans cette conversation, Charlie m'a raconté la suite, c'est-à-dire comment il a démarré, persévéré dans le milieu, mais surtout à quel point il n'a pas écouté les autres pour se tracer un chemin dans un métier qui le passionne chaque jour, mais qui est loin d'être facile. Hello Charlie. Bonjour Célia. Bienvenue sur Ma Passion, Mon Job. Merci. Enfin, merci à toi de m'accueillir chez toi pour cette petite conversation. Donc, je pense que les auditeurs et les auditrices ont compris, tu chantes, mais on va commencer par parler de toi sans forcément parler de ton job pour démarrer. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, mais du coup, voilà, sans la partie musique? Alors, je m'appelle Charlie avec un Y solo. Ce qui me définit, je pense, ce qui me caractérise, de manière intime, on va dire que ce serait une grande soif d'apprendre, de vivre et d'expérimenter. De l'extérieur, une grosse énergie. Ok, c'est comme ça que tu te décrirais du coup. Et qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Alors, tu aimes apprendre, mais est-ce qu'il y a des choses que tu aimes plus que d'autres? Alors, j'aime en général la confrontation avec ce que je connais pas, que ce soit par l'expérience intérieure ou extérieure. J'aime découvrir, j'aime me poser des questions. Je fais partie de ces cerveaux qui s'arrêtent jamais, qui tournent tout le temps. Et donc, du coup, j'ai beaucoup besoin de me nourrir, d'aller vers ce qui est nouveau, vers tout ce que j'ignore, en fait. Ok, génial. Et alors, du coup, maintenant, tu peux nous parler de ton job en quelques mots. Comment tu le décrirais? Alors, je vis de la musique depuis une dizaine d'années et je suis intermittent du spectacle en tant que guitariste, chanteur, en tant qu'interprète, en fait, principalement. Donc, je vis de la reprise et je fais sur le côté de la composition aussi. Tout ce qui est chant, guitare, la guitare, c'est vraiment ton instrument de musique, du coup. Le premier que j'ai appris, ouais. Ok. Et comment ça se passe? Donc, tu te produis, j'imagine, dans des bars, etc. Enfin, comment tu gagnes ta vie? J'imagine que tu as plusieurs Alors moi, sources. j'ai fonctionné énormément avec le bouche à oreille. J'ai travaillé dans des bars, puis après j'ai travaillé avec des groupes qui tournaient. Là maintenant, je suis du fait d'avoir deux instruments, je suis autonome. Donc je joue à la fois en solo ou alors en duo, trio en fonction des budgets, en fait. Je donne un petit peu de cours, mais très très peu. Donc là, quand tu dis en solo trio, donc ça va être dans des bars, dans des restaurants. Ça peut être aussi pour des événements privés, j'imagine, ou des événements d'entreprise. Mariage, cocktail, soirée d'entreprise, événements promotionnels, on fait un petit peu de tout, quoi. Ok, donc tu es booké sur des événements, tout ça. Et après, tu parlais de cours, du coup, tu donnes aussi des cours. Un petit peu, c'est parce que j'estime qu'avec j'arrive à vivre de la musique, ce qui est pas ce que tout le monde, ce qui est pas donné facile, à tout le monde, voilà, c'est ce qui est clair. pas non plus facile. Et donc du coup, j'estime que du fait d'être de ce côté-là du miroir, je dois en témoigner ou du moins pouvoir en rendre une partie ou en proposer une partie à des gens qui veulent acquérir certaines connaissances ou qui veulent C'est savoir clair que c'est certaines pas choses. du tout facile de vivre. Alors déjà, les métiers artistiques de manière générale, mais la musique encore plus peut-être que d'autres. Même si tout ce qui est comédie, enfin j'ai une copine qui est plutôt dans le doublage, donc elle, d'ailleurs je l'avais reçue sur ce podcast, Diane, ça marche très bien, mais à la base elle est comédienne et elle a plein de potes qui galèrent, tout ce qui est théâtre, le chant, la musique, j'imagine que c'est un peu pareil. Donc non, c'est génial déjà de pouvoir en vivre, c'est clair. On va revenir à ton enfance.
Voilà, pour mieux te connaître. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui était le petit Charlie, quel genre d'enfant tu étais? Euh, Indépendamment des âges, je pense que j'ai été très très actif dans beaucoup de domaines. Toujours très dynamique du coup. J'entrais énormément en contact avec la matière de manière diverse et variée, ce qui n'avait pas toujours le goût de plaire à mon entourage immédiat et lointain. Je crois que j'étais turbulent. J'aime bien comme tu racontes ça. Ça n'avait pas le goût de plaire. Ouais, t'étais plutôt turbulent, très actif, toujours plein d'énergie. La musique, est-ce que c'est quelque chose justement que t'aimais dès l'enfance ou c'est venu après? Alors j'aimais beaucoup, je voulais commencer vers l'âge de 11-12 ans où j'ai eu un déclic. On était en vacances en fait en Italie dans notre famille et il y en avait un cousin qui jouait de la guitare et du coup j'étais complètement fasciné, j'étais scotché. Et là je me suis dit waouh, je veux faire ça. Ok. Et j'avais jamais vraiment, enfin j'ai mis du temps à apprendre entre ce moment-là et le moment où j'ai commencé, il s'est écoulé 4 ou 5 ans, notamment à cause d'une croyance limitante, tiens je pense qu'on peut attaquer certains sujets avec toi, qui était qu'il fallait faire du solfège ou passer par des voies institutionnalisées Ah ouais, en pour plus, faire de la musique. le solfège, c'est extrêmement sérieux en plus. Alors c'est très sérieux, c'est rébarbatif, j'en avais fait un tout petit peu en faisant un peu de piano, et ça me déplaisait, moi ce que je voulais c'était avoir un accès direct et personnel à la connaissance. Oui, tu voulais apprendre toi-même, quoi. Enfin, Aussi, oui. Ok. Et donc, du coup, tu t'es pas inscrit tout de suite dans un cours de guitare. Enfin, t'as un peu appris. Comment t'as appris? Alors c'est assez bizarre. J'ai appris parce que un de mes petits camarades de retraite de communion devait aller voir sa copine. Et donc D'accord. du coup je lui ai dit mais je fais quoi? Il m'a fait t'apprends à jouer de la guitare. Je fais ouais. C'était le J'adore. 28 avril 2000. Non mais je m'en souviens, ça m'a marqué parce qu'à partir du moment où j'ai commencé, je me suis pas vraiment arrêté. En fait, j'ai joué pendant les 5 premières années où j'ai expérimenté la guitare. J'ai dû la poser que 5 journées à peine. Ok, donc en fait, tu t'es acheté une guitare ou t'as emprunté la guitare de quelqu'un et t'as commencé comme ça à Il y en apprendre. avait une dans le grenier, et il manquait plus que. Ok, trop bien. Et du coup, comment ça s'est passé un peu plus tard? Comment t'as démarré? Est-ce que tu t'es tout de suite orienté vers la musique comme métier ou est-ce qu'au début, t'as fait d'autres choses? Qu'est-ce que t'as fait comme études, Alors etc. justement, ouais, c'est là qu'on en vient à un contact qui est assez intéressant. Quand je parlais du fait de ne pas vouloir être freiné par les institutions dans ma pratique musicale, c'est parce que c'était quelque chose qui répondait d'une aspiration personnelle, d'une envie, d'un amour personnel. J'écoutais avant d'en faire énormément de musique. Et je me suis dit, bah, pourquoi est-ce que ma vie s'articulerait pas autour de ça, en fait, finalement? Et Pourquoi ça, à est-ce que quel âge t'as eu ce j'ai eu cette, truc? j'ai une vision en fait qu'on traversait l'existence à l'aide d'un faire. On a besoin de faire quelque chose pour avoir une continuité existentielle. Pas forcément une continuité, mais pour juste traverser le temps et l'espace. Il faut l'action comme moteur. Et je me demandais à quoi utiliser mon énergie. Mon équation était que j'avais beaucoup d'énergie, que je pouvais faire par moi-même. J'avais aussi envie de le faire par moi-même et j'avais envie d'être dans un domaine dans lequel je vois pas les parois de la boîte et je puisse être à la fois en dedans, en dehors. Donc quelque chose qui soit un peu tranchant et qui appartienne à plusieurs composantes de la vie en fait. Ok. Et donc, du coup, vers au collège, Non, au lycée. au lycée. Au moment de ma terminale, je me suis dit, bah voilà quoi. S'il faut faire une chose à fond, autant que ce soit celle-ci. Mais donc, t'avais envisagé d'autres choses ou pas forcément? Avant, j'avais envisagé la recherche scientifique ou médicale. Ok. Mais du coup, tu t'es dit, allez, j'ai mon bac, je fais ce que je veux. Un peu quand Il y même. a eu de ça, j'avais pris la décision avant le bac, dans Ouais. Et janvier avant le comment a bac. réagi ton entourage? Est-ce que c'est des personnes très ouvertes ou est-ce qu'il y a eu quelques petites réticences? Alors mon père a l'ouverture d'esprit de l'inconscience, donc il m'a dit fais ce que t'aimes. Et, L'expression, l'ouverture d'esprit de l'inconscience. ce qui n'est pas forcément voilà. Il m'a livré à moi-même. Ma mère a commencé à flipper un peu. Elle m'a conseillé de faire des écoles. Ça a été intéressant et inintéressant. Des Alors, il y a écoles de plusieurs, musique. voilà, des écoles de musique à Ok. temps plein. Donc déjà, ils n'étaient pas... parce qu'il y a quand même plein de Non, parents, ils n'étaient pas disons-le, réfractaires. Ah, non, qui, du tout. genre, dès que tu dis que tu vas travailler dans un domaine artistique, ils disent, ah non, c'est pas un métier, tu vois. Toi, quand même, ton environnement était assez open là-dessus, quoi. Alors oui, puis j'ai 2 oncles dans la fratrie de mon père qui sont ténors. Ah oui, ok. Donc, tu avais Donc il y déjà en a ok, un le côté qui est assez musicien. reconnu, l'autre non. Et du coup, voilà, ils avaient déjà un contact D'accord. avec Mais ça. donc, ta mère était plus en mode, fais une école, fais une vraie formation, quoi. C'est ça. Elle avait peur en fait que dans le flou
du domaine, je puisse manquer de repères, d'échéances et donc du coup stagner ou pas réussir à me trouver. Donc, du coup, tu as enchaîné sur une école. Enfin, comment ça s'est passé Alors j'ai enchaîné sur une première école qui était à Tourcoing, qui était l'école Mhm. de formation au métier de la musique. Et Parce que tu es après, je suis arrivé à originaire, Paris. du coup, Je suis explique un originaire peu. du Nord. Bienvenue chez les Ch'tis. Ouais, je les gars représente. Et Voilà pourquoi Tourcoing, du coup. Pour l'école. ouais, et aussi par erreur. Et après, je suis arrivé à Paris. Donc là, il y avait. Alors ça dépend. L'enseignement qu'il y avait à Tourcoing était basé autour du fait d'être musicien, les savoir-être du musicien. Et c'était très très intéressant de ce point de vue-là. Il y avait des bases théoriques et techniques, bien sûr, Ok. mais il y avait essentiellement l'état d'esprit du Hmm. zikos. Après, c'est quand même beaucoup mieux ensuite d'aller à Paris pour le côté se produire. Enfin, t'as Bah, quand c'est même- parce que quand tu vas à Paris, tu te rends compte, quand tu parles avec des filles, enfin tu vois, des fils d'énarques ou des Parisiens vraiment born and raised, t'en vois très vite leurs limites et c'est hyper rassurant, quoi. Je conseille à tout provincial, surtout si tu viens de très loin, viens te rendre compte qu'ici, Ah c'est bah oui, pas bah si oui. éloigné de Moi chez aussi, toi. je suis provinciale, hein, donc c'est ce que c'est. Hein. Et donc là, tu changes, donc tu arrives à Paris et tu Alors j'ai poursuivi continues. les écoles et la différence entre l'école dans le Nord et celle de Paris est que dans le Nord, en fait, on avait commencé à m'expliquer le jazz et je commençais à comprendre que sur le plan musical, j'avais envie de plus que juste de faire de la musique. Je voulais la comprendre, je voulais en voir les tenants et les aboutissants et je voulais lui donner plus de profondeur que juste faire mijoter et Mm. digérer en partie le peu de connaissances que j'en avais à l'époque. Parce que même si j'avais écouté énormément de musique, finalement, j'étais pas assez aguerri par Ah, l'expérience t'avais vraiment besoin pour de te pouvoir... former. voilà. T'es vraiment passé. Oui, parce qu'il y a des gens qui ne se forment pas, enfin, qui vont un peu sur le tas apprendre et qui vont pas forcément passer par des écoles. Alors, si ma vie était à refaire, je referais certaines écoles, certaines, pas toutes. D'accord. Mais je ferais beaucoup plus par moi-même à côté. C'est ce qui m'a distingué en fait des autres élèves. C'est que il y a, au bout de quelques années d'école, je suis arrivé vers les gars, j'ai demandé à tout le monde, ok, viens, on joue ensemble, dehors. Là, on va dans les bars, on essaie n'importe quoi, on joue. Ouais. On joue pour être un peu payé, même si c'est 10 Ouais, balles, parce que même si si tu c'est 20 restes balles, tout on le s'en temps fout, mais on joue. dans le milieu de l'école, t'apprends pas. Enfin, t'apprends du théorique, mais tu t'es pas dans le. T'as moins de dans le pratique sur le terrain en fait. Ok. Et t'as fait combien d'années en tout, du coup, d'études musicales? 6. 6 ans. Ah oui, quand même. Donc, t'as fait plusieurs écoles différentes. 3. J'ai fait l'école de formation au métier de la musique à Tourcoing, le CIM à Paris. Je suis passé Ok. un peu une année. Et après, j'ai enchaîné sur l'American School of Modern Music, qui a été maintenant disséqué en American School et en IMEP. Et j'ai aussi fait des petits passages à l'école Atlas, mais pour des formations complémentaires du style la musique assistée par ordinateur, qu'on appelle la MAO, Ah. et un petit peu de piano aussi. Ok, donc tu as vraiment touché à plein de choses. Et donc, tu sors de ton école. Et là, j'imagine que donc, il faut avoir l'intermittence. Enfin, je sais que. Alors il fallait commencer à en vivre, et ça je le pressentais déjà en étant dans les écoles. Je restais dans les écoles par sécurité en partie, et surtout parce que je comprenais pas très bien comment réussir à en vivre. Ça s'est fait sur le tas, c'est-à-dire qu'à force de jouer dans les cafés, je me suis dit merde, je joue 3 fois par semaine. Alors je me faisais pas énorme, je faisais une centaine d'euros à peu près par soir, parfois plutôt 80, 90, surtout si on était en groupe. Ouais. Retenez bien ce proverbe musical, plus on est de fous, moins il y a de riz. Et c'est aussi pour ça que j'ai appris à jouer solo d'ailleurs. C'est Bah pour oui, parce que d'où c'était plus Charlie rentable. Solo. Alors ça, ouais, c'est un sobriquet provisoire. Bientôt, je vais m'appeler Batman. Et donc, petit à petit, en commençant à jouer dans les bars, je cherchais à intégrer différentes formations. J'ai eu un duo jazz parce que je voulais mettre à profit les connaissances théoriques et techniques que j'assimilais à l'école. Et j'ai eu un groupe de pop, j'ai commencé à reprendre de la pop tout seul, puis après des groupes de compos, etc. Et j'arrivais à toucher un SMIC au black, donc je me disais, tiens, il faudrait que je chope vraiment l'intermittence. J'avais Ça, c'est 26, bien. 27 Et puis, ans. c'est surtout aussi le fait, j'en discutais avec ma copine comédienne, le fait d'avoir commencé avant, comme elle, à vraiment être à fond en plus et pas juste d'attendre que l'école se finisse. Quoi. Ah non, ouais, je déjà sentais vachement- déjà qu'il y avait des limites dans l'école et dans cette forme d'enseignement, en fait. Ouais. Et j'avais besoin d'un peu plus. C'est pour ça que je commençais à jouer dans les bars et à. Ouais. Et et à du coup, tourner déjà tout seul. avec un peu de sous, tu as quand même eu ton intermittence assez vite. Enfin, Alors, l'intermittence, je l'ai gagnée en Savoie, là d'où tu viens, à Annecy Ah. d'abord. en Haute-Savoie. En Haute-Savoie, Attention. dans la yacht.
dans la yacht. Et au début, je jouais dans un bar, donc on jouait dans une boîte. Sur Annecy, on jouait 4 soirs par semaine. Où ça d'ailleurs? Le Maracaibo, qui n'existe plus Mais oui, malheureusement. bien sûr. Et, Au bord du lac. Voilà. Et après, je suis allé faire une saison d'hiver aux Arcs 1800, dans un bar qui s'appelle le JO. Et là, on jouait tous les soirs non-stop. Et j'ai gagné mon intermittence comme ça, au bout de 135 soirs d'affilée. C'est hyper intensif. Ouais, et c'était en altitude. Alors moi, j'aime beaucoup l'intensité. Ce qui m'emmerde à l'heure actuelle, c'est de pas avoir assez de concerts. Je préfère avoir beaucoup de concerts, travailler, c'est ça que j'aime bien. Ouais. Plutôt que d'être tranquille. La tranquillité, c'est pas un truc qui me c'est pas qui ton me va. truc. Et donc ça m'a beaucoup plu, ça m'a énormément formé. Donc là, pendant toute la saison, tous les soirs, du coup, tu jouais. Et en plus, la journée, je répétais pour apprendre les nouveaux morceaux. Je suis arrivé avec 90 morceaux à l'identique en poche et je suis reparti avec 180. Ah oui, l'idée c'est que tu t'en disais, enfin, tu en apprenais d'autres et C'est ça. C'était pas toujours le même. Non, on avait un répertoire qui comprenait, 12, 13 heures en fait. Ok, ah oui, donc ça t'a mis le pied à l'étrier, j'imagine, d'avoir comme ça. Ça m'a forgé. Ça m'a forgé parce que c'était une manipulation de la matière qui est brute, qui est efficace. Et je pense que c'est ce qui fait qu'un barman aime être barman, c'est le fait qu'on aime bien être dans le jus. On aime bien être dans l'intensité, être affairé, être mobilisé à 100%. D'être vraiment tout le temps dans le rush, en jus. Voilà, ou d'être intégralement en fait de nos capacités parce qu'elles sont toutes mobilisées par l'environnement. Du coup, les stations de ski, pour ça, c'est top parce que là, c'est le rush, c'est... Alors la saison, c'est dynamique. Hein, là, Alors, il y a eu plusieurs choses qui ont été intéressantes. Le fait de voir que j'avais accès aux autres champs de métier, parce que je voyais la France débarquer par tranche de vacances. Quand je dis la France, alors il y a des gens qui me disent oui, mais c'est la France bourgeoise, pas que. Non, que. Un des plus beaux compliments que j'ai fait, ça a été un Marseillais qui m'a dit « Ouais, gros, j'écoute que du rap, mais là, ce que t'as fait, j'adore. » Et là, je me suis dit, ouais, en fait, ça veut dire que c'est la preuve de l'universalité de la musique. Donc, on avait un peu tout le monde et c'était génial, c'était aussi le but de la boîte. Donc, ouais, je voyais les gens par influence, style de métier, corporation, avec divers comportements, divers opinions d'eux-mêmes. Les vacances en hiver, mais après, ça dépend aussi des stations, tout ça, mais tu as plein de gens différents. Alors, les Arcs, ça reste convivial. C'est pas non plus les grosses stations très c'est pas Courchevel non plus, quoi. Pas encore. Ils y travaillent, hein. Ouais. Moi, je connais très peu les stations de ski, finalement. Je reste souvent autour d'Annecy. Quelles difficultés as-tu rencontrées? Parce que j'imagine que même si tu as pu t'as pu quand même travailler rapidement, gagner quand même des sous et pas rester non plus comme ça longtemps, ça, j'imagine, pas été facile. Ça a été quoi les plus grosses difficultés que tu as connues? Alors, je pense que la plus grande difficulté que j'ai, elle est à l'heure actuelle pour le passage à la compo. J'ai du mal à mettre un rythme. Donc, le fait de fixer des objectifs concrets. L'une des difficultés qui a perdu la plupart de mes compagnons d'armes, de mes collègues et de certains de mes amis, ça a été de ne pas réussir à générer eux-mêmes leurs propres difficultés. Ça, c'est l'une des clés en fait de la profession indépendante. On rejoint aussi cette nature active que j'ai, donc ça rentre en adéquation avec ça. Mais la clé, effectivement, c'est d'arriver à susciter sa propre difficulté, d'arriver à l'aménager, pas non plus en faire une trop grosse. Donc c'est tout le principe du dosage de l'échéance, par exemple, qu'on voit dans certains de tes posts. Et des objectifs, la définition des objectifs. Donc eux, oui, parce que tu as des amis du coup qui ont arrêté la musique professionnellement parce qu'ils ont... Voilà, ou qui en font d'autres formes, ou qui ont déclaré qu'en fait, c'était pas spécialement pour eux. Ouais, de faire que ça, quoi. Ils peuvent faire ça en plus de leur boulot, mais ils en font pas leur job à temps plein. C'est ça. Et redis, par rapport à la difficulté, du coup, c'est quoi qui leur a manqué? C'est d'arriver à générer leurs propres difficultés, d'arriver à générer aussi leur propre travail. Ouais. Arriver à trouver du travail. C'est pas évident quand on n'a pas d'échéance, quand on n'a pas de pression environnementale. Ouais, c'est vrai. Et quand tout passe par nous. En fait, faut réussir à trouver un endroit où creuser. C'est ça aussi qui est pas facile parce que être musicien, c'est là par exemple quand je me suis levé ce matin, j'ai dû démarcher, j'ai dû appeler des boîtes d'événementiel, j'ai travaillé pour trouver des contrats. En fait, personne te le demande et du coup, faut être tout le temps, faut provoquer les opportunités. Faut être proactif et faut être préactif. En fait, t'as pas que la partie musique, genre t'as toute la partie derrière. Le méta musical. De contacter les gens, Ok, et oui, effectivement, ce côté-là, c'est un peu comme dans l'entrepreneuriat, quoi, où personne te prend par la main, il faut y aller et tout. Ça peut convenir à des gens et à d'autres pas, quoi. C'est totalement ça. Ouais, je pense que ça dépend aussi des tempéraments, des gens très actifs et d'autres plus calmes. Et du coup, comment ça s'est passé? Est-ce que t'as connu des petites étapes dans ta carrière? Donc là, ça fait, tu disais, 10 ans?
Et puis je suis intermittent. Ouais. Ok. Comment, enfin, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont aidé en particulier? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu des étapes, des trucs, tu vois, des choses Alors sur le plan de l'aide, j'en ai reçu aucune, strictement aucune. Ce qui s'est passé au bout d'un moment, c'est que chacun pense savoir de quoi relève la profession de l'autre, mais une fois qu'il s'agit de le faire, il y a peu de gens qui veulent le faire. Donc quand les gens me voient sur scène, ah ouais, c'est trop facile, j'ai envie d'eux, mais quand ils me voient en train de monter le matos, démonter le matos, quand ils me demandent tu rentres où, bah ouais gros, il y a encore 6 heures de route, mais il est 4 heures du mat, oui. Et tu rempiles demain? Oui. Donc voilà, si on est peu nombreux à le faire, c'est pour ces raisons-là, c'est oui, parce que c'est pas qu'il y a tout à facile. gérer derrière. C'est beaucoup de responsabilités en fait. Le matériel, tout voilà. ça. Le fait d'entreprendre, en fait, ça nous place à 100% de responsabilité personnelle. Pardon, je me suis égaré. Quelle était la question de base? C'était de savoir. Attends, j'ai perdu le fil. Ah, s'il y a des gens qui m'ont aidé. Oui, donc alors voilà. non. Est-ce que tu avais eu des personnes Les gens n'aident ressources pas les gens. Ne comptez que sur vous-même. Attends, il y a bien des gens du domaine qui. Du coup, Non, j'ai pas eu un grand accès au domaine. J'ai jamais été fricotage. Pour moi, le but c'était de jouer pour acquérir du niveau. Donc c'est ce que j'ai fait principalement. Là, ça va être en train de changer parce que j'ai envie de justement fonctionner plus avec le réseau et je suis en train de m'en créer un. J'ai pas reçu d'aide, il n'y a pas eu de providence, il y a pas eu de chance en fait. T'as pas fait des rencontres particulièrement Alors j'ai rencontré des icônes au détour de certaines choses, mais rien qui dans ma carrière même m'ouvre des portes en fait. D'accord, ok. J'ai pas eu de plan qui fonctionne par cooptation. D'accord, ok. C'est beaucoup ton travail finalement. Et comment tu t'organises alors? Est-ce que tu as des. Parce que parfois tu joues le soir, machin. Est-ce que tu as des journées types ou des activités qui reviennent un peu? Alors ouais, ça c'est une très bonne question effectivement, parce que quand on est livré à soi-même, encore une fois dans le temps et dans l'espace, nos paramètres existentiels qu'on traverse avec le faire ou avec l'action, il est très difficile d'arriver à quantifier. Et quelque part, c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, ils me disent, ouais, mais tu sais pas, tu bosses 25 heures. Je leur dis, bah non, 40-45. Et ils me disent, ah bon, mais tu comptes. Et effectivement, oui, je compte. Et je compte combien d'heures je pratique. Je regarde aussi l'efficacité de ma pratique. Je jauge, en fait, et j'évalue ce que je fais. C'est-à-dire que je vais me dire, tiens, pendant ces 2 prochaines heures, je vais pratiquer le piano ou alors pratiquer tel exercice musical. Oui, tu te fais un petit planning, quoi, du coup. Alors, je le fais aussi en fonction des modifications de mon planning. Si j'ai une échéance, par exemple, l'année dernière, j'ai composé pour France Culture. Donc là, j'étais que là-dessus. Donc que là-dessus à 100%, et j'avais moins de temps. Bon, c'était pendant les confinements, donc on n'avait pas de concert. Donc ça dépend aussi. Parfois, j'ai une grosse échéance. Il y a un concert que je dois, qui est plus gros que les autres, donc pour lequel il faut plus de travail technique. Donc j'axe mon travail en fait sur les besoins immédiats, tout en essayant de garder un certain nombre d'heures de pratique instrumentale. Pour pas dépérir en niveau. Si on découpait tes activités, donc tu as la partie t'entraîner, répéter quoi. Alors il y a la partie technique instrumentale pure, il y a la partie adaptation de la technique à ce dont on a besoin pour bosser. Donc ça peut être travailler des morceaux, travailler un répertoire, travailler une composition. Et après il y a faire appeler le méta. Quelle est ma visibilité? Donc c'est contacter des des gens. Démarchages, rencontrer des gens, aller dans des bars pour proposer tes services. La partie administrative aussi, encore qu'avec l'intermittence, c'est pas trop compliqué. Il y a rien de plus horrible que d'aller au Pôle emploi. C'est ce que j'ai vécu de pire, c'est ce que j'ai vécu de plus humiliant dans ma vie. Non, on peut attendre jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie pour se faire raccrocher au nez par quelqu'un qui en a rien à faire. Et en fonction du conseiller sur qui on tombe, en plus. Alors, ils n'ont pas tous les mêmes informations. Et leur but est de nous évincer, et ils nous laissent crever la dalle. Là, par exemple, je viens de renouveler le 31 décembre. Il se pourrait que mon dossier, parce que j'ai fait une date le 31, ne soit analysé que le 17 février, et entre-temps, je n'ai pas de revenus. Donc c'est extrêmement anxiogène que d'aller au pôle, parce que c'est comme la maison qui rend fou dans les 12 travaux d'Astérix. On en est complètement là. Ah ouais, la comparaison est pas mal. Ah non, elle est ajustée. Ouais, donc il y a toute cette partie après, la partie comptable, administrative à gérer, parce que du coup, tu n'as pas forcément des revenus tout le temps pareils tous les mois aussi, il y a cette réalité-là. Alors l'intermittence équilibre légèrement les revenus, puisque c'est un régime, pas un statut. Le statut malheureusement est chômeur si on fouille dans les terminologies. C'est un régime particulier. Voilà, et donc c'est un régime qui permet en fait d'égaliser légèrement entre les périodes de contrat et les périodes de non-contrat. Et après j'ai effectivement le black, le fait de travailler dans les bars,
Un cachet d'intermittence, c'est 12 heures. 12 heures, c'est grand minimum, ça va coûter grand minimum à l'employeur 200 balles, voire plutôt 250, 300 si on inclut qu'on a besoin d'un 13e mois et d'une retraite comme tout le monde. Donc voilà, c'est un prix qui est relativement cher, qui à la fois nous aide, parce que l'intermittence, c'est un complément de revenu absolument vital, mais qui en même temps pose cette limite à nos employeurs de nous employer que dans un certain cadre. Donc on ne peut pas malheureusement se déclarer 3 heures, ce qui est dommage parce que beaucoup d'établissements pourraient nous déclarer plus facilement si les lois étaient plus souples à ce niveau-là. Oui, ça facilite pas forcément. Encore le côté français un peu complexe, on ne comprend pas toujours les règles. Et en même temps aussi le côté français assez généreux de waouh, on a la meilleure couverture maladie au monde et on a l'intermittence. Et puis c'est vrai que le régime de l'intermittence c'est quand même plutôt bien. Enfin, c'est plutôt favorable. Complètement d'accord. En France par rapport à d'autres pays, mais c'est surtout le fait que ce soit pas toujours logique, des fois certaines mesures, etc. par rapport au travail. Mais ça, on le retrouve pas que dans les métiers artistiques d'ailleurs. Bon, je m'arrête sur. Du coup, ah oui, je voulais te demander aussi, par rapport aux artistes aujourd'hui dans la société actuelle, qu'est-ce que tu penses un peu, je sais pas, le contexte actuel. Est-ce que tu as des amis dans d'autres domaines artistiques? Qu'est-ce que tu en dirais en quelques mots, pour toi? On est venu à la culture de masse. On est venu à des choses qu'on nous impose. J'ai pas envie d'écouter de la musique dans un supermarché. J'ai pas envie de voir En fait, le sensationnel est devenu la base de tout ce qui est dans un écran. Et nous sommes devenus sensationnels parce que nous sommes des êtres consommants. Et ça a profondément perverti la simplicité avec laquelle les gens se retrouvaient. Alors je vais prendre pour le coup mon métier, mais le bal. Au bal, tout le village allait au bal parce que voilà, c'est là qu'on rencontrait tout le village. Donc cet aspect fédérateur micro, par le micro, n'existe plus. On devrait être fédéré par un macro qui nous dépasse et qui, par la mesure dont il nous dépasse, nous opprime en fait ou nous oppresse. On nous fait croire qu'il y a quelque chose de mieux, de plus. Donc tu parles par exemple toutes les images, par exemple quand on est dans le métro, qu'on voit les vidéos. Voilà, on a vu qui qu'on soit, on a forcément vu des comédiens, on a forcément vu des musiciens, on a forcément vu des peintres, on a vu leurs peintures. Donc il est difficile en fait dans le fouillis d'informations et dans le martelage d'informations très denses qu'on a, d'arriver à émettre du son pour le plaisir, émettre de l'image pour le plaisir et donner en fait de l'artisanat. Ouais. Après, il y a aussi un certain nombre de règles, par exemple, sur tout ce qui est nuisance sonore à Paris, des choses comme ça qui favorisent pas toujours. Alors, ces règles-là, on assiste à leur flambée depuis que les boomers, une certaine partie des boomers se sont enrichis parce que c'est eux qui nous emmerdent. Donc, du coup, ils sont devenus en fait intolérants. Là où certains ont fait mai 68 et sont devenus intolérants au bruit maintenant. On est de plus en plus nombreux, effectivement, en France. Mais le phénomène du bruit et de la guerre du bruit, je le constate pas qu'à Paris. On est dans un moment où il y a des gens qui portent aussi plainte contre le coq du voisin, le tracteur qui va trop lentement, ou ce genre de choses, ou l'odeur du taureau. Donc c'est des phénomènes qu'on a vus et qui touchent en fait à un moment de nos sociétés dans lesquelles on ne sait pas très bien poser les limites en termes de perception individuelle. Est-ce que j'ai le droit de tolérer cette odeur? Est-ce que ça, je veux l'avoir sous les yeux? On est en train de se poser ces questions où ces réflexions sont naissantes. Mais du coup, nous, sur le plan artistique, les gens sont saturés en fait, aussi parce que l'artistique a été dévoyé pour la pub et le mercantilisme. Donc ils en éprouvent déjà une certaine forme et il est difficile de les capter quand ils ont une journée dans laquelle ils ont été saturés par l'information. Il y a moins d'émerveillement, il y a moins de... Voilà, quand ils voient... Encore que... Bon, après, moi, j'habite à Montmartre, il y a pas mal de gens dans la rue qui chantent, et puis du coup, les gens s'arrêtent et tout. Mais c'est vrai que les gens, ils sortent du métro, ils sont fatigués, il y a quand même un côté un peu de lassitude. Alors, ils entendent du bruit partout, effectivement. Donc, il y a le côté métro, zone urbanisée. Il y a aussi le fait qu'ils écoutent, par exemple, de la musique chez eux. Ils vont en écouter dans le métro. Il va y en avoir, en plus, musique plus bruit de la pub, parce que la pub est devenue très agressive en matière de compression. Donc, il va y avoir ça ce phénomène dans les supermarchés, dans certaines rues, dans certains halls de métro, de gare, etc. Donc dans certains lieux quotidiens, et ça s'ajoute en fait au brouhaha. Et ce que je remarque, alors en milieu urbain, moins dans les autres endroits quand je vais jouer en province, etc. Enfin, dans la France, la vraie. Il y a beaucoup plus de, les gens sont plus dispo et ils sont moins agressés d'informations. Aussi parce que t'es moins sollicité. C'est ça. À Paris, c'est plus compliqué de ce point de vue-là. Tout le temps, quelqu'un qui vient te voir et tout, t'es fatigué plus. C'est vrai qu'on est peut-être plus fatigué qu'ailleurs. S'il y avait un bon et un mauvais souvenir dans ton job, un particulièrement bon et un particulièrement mauvais souvenir.
Je pense qu'un des souvenirs les plus grands que j'ai eu, je savais pas où j'étais. Et j'ai mis du temps à comprendre où j'étais. Et j'ai mis à peu près 5 minutes à revenir dans mon corps, sauf que ça a duré juste le temps de faire l'aigu du morceau que j'ai joué tout à l'heure. Et ça a été... J'attendais la C'est chute. un moment en fait où je développais les résonances par rapport au chant. Et je développais en fait le corps comme résonateur. Ouais. Et j'ai eu un moment où j'ai réussi à le faire vibrer en entier et où du coup j'ai eu une espèce de ce qu'on appelle un voyage astral. Ça a été assez mythique. Ah ouais. Dans les autres, très bons souvenirs. Mes meilleurs souvenirs, c'est de plus en pouvoir après une scène et de continuer encore à jouer. Oui, quand on peut plus. Voilà, et que là, en fait, Une petite dernière chanson, une petite dernière. les plus exigeants sont rarement les meilleurs payeurs. Non, c'est le fait d'être... à ce moment-là, il y a un phénomène qui s'opère, surtout quand il y a des morceaux qui ont des parts d'improvisation. En règle générale, quand le corps est fatigué, il optimise. Et donc, il y a des moments où, entre la petite endorphine de la fatigue et le corps qui optimise, on se retrouve à flotter dans une espèce d'aisance de l'efficacité. Ah ouais. Et c'est les moments qu'on va chercher souvent. La magie du corps qui. Il y a de ça aussi, ouais. Un peu comme les praticiens du trial long. Non. Trail, pardon. Ouais, trail. Du trail, ouais. Ah bah oui. Mais après qu'ils viennent addicts tellement. En fait, ils en peuvent plus. Enfin, t'as couru, je sais pas, 70 km et tu continues et tu sais pas comment, mais c'est décuplé, quoi. Ton mental est décuplé. C'est vrai que c'est incroyable. Et un souvenir, le pire souvenir que tu aurais eu dans ton job, est-ce que, je sais pas, il y a un truc où tu te... J'ai travaillé pendant 2 ans avec un pervers narcissique qui menaçait de me briser les mains et c'est comme ça que j'ai gagné l'intermittence. Ah oui, là en effet. Qui dit mieux Pire souvenir, ah ouais, pendant 2 ans quand même. Ah ouais, c'est quand même une longue période. C'était une longue période. Attends, 2 ans... Sachez-le les filles, faut pas attendre 2 ans, quoi. T'as tenu le choc. Non, on n'incite pas. Mais bon, après, voilà, faut savoir que c'est pas facile. Mais du coup, t'as continué quand même. J'ai continué parce que, alors, j'apprenais beaucoup à son contact. Et j'ai continué parce que je savais aussi qu'il n'était pas la musique. Qu'il n'était pas la musique. Il y a des gens qui croient qu'ils sont ce qu'ils font. Et c'est une erreur. Ouais. Donc en la faisant lui devant moi, il m'en a préservé d'une part et après je suis allé vers d'autres choses. Ok, oui, puis on peut rencontrer, c'est comme dans tous les domaines, des personnes plus ou moins bien intentionnées. On va maintenant terminer. Alors oui, non, avant de passer au petit passion quiz pour mieux te connaître, du coup, encore avant de terminer, est-ce que tu aurais un conseil que tu aurais aimé peut-être qu'on te donne quand tu t'es lancée ? T'arrêtes pas une seule femme, baise-les toutes. Non, je déconne. C'était une référence à Little Miss Sunshine. Merci beaucoup. Merci les beaucoup. Nombreuses coupures que je non, attends. C'est la première. J'ai le droit à une. Alors, ouais. Un conseil que j'aurais beaucoup aimé qu'on me donne, ça aurait été de pratiquer et encore pratiquer. Ok. Bon, après, tu l'as fait quand même. Bien sûr, mais j'ai pas perdu du temps à intellectualiser, mais j'ai pas su distinguer tout de suite la limite entre l'intellectuel et les mains dedans. Et c'est assez drôle parce que l'artisanat, c'est pas une machine qu'on programme, c'est nous qui nous mettons en rapport avec l'aspect machine de nous-mêmes, avec la qualité de l'effection, l'optimisation, tous ces phénomènes en fait mécaniques qui sont aussi notre corps. Donc voilà. Donc t'aurais pu, ce que tu veux dire, tu aurais pu plutôt te mettre à pratiquer, quoi. J'aurais pu considérer plus la pratique comme étant le centre de la musique, au lieu de faire autant d'écoles. Tu t'es bien rattrapé depuis. Voilà. Donc on va maintenant passer au petit passion quiz. Est-ce que tu es prêt ? Oui. C'est le passion quiz. Alors Charlie, est-ce que t'es plutôt thé ou café ? Alors, le café, sur moi, c'est 17h. Le thé, c'est 7h, mais je vais avoir du mal à m'endormir. Donc, quand j'en prends, c'est comme quand vous allez en boîte et que vous prenez des tasses, les gars. Arrêtez de m'en demander, parce que quand je vais en boîte, je n'ai pris que du thé ou du café quand je me lâche. Donc, en fait, non, je prends pas l'un ni l'autre parce que je réagis trop aux excitants. Ah oui, d'accord, parce que tu es déjà tellement dynamique que... Voilà, ouais, j'évite complètement. Ok. Et plutôt, alors, couche tard ou lève tôt, bon, j'imagine quand même que tu vas pas te coucher à 7h le soir, quoi. Ça dépend. Ça dépend. En fait, je suis les deux. Ah ouais. J'adore les deux. J'adore avoir une vraie raison
qu'elle soit professionnelle ou personnelle, j'aime avoir une vraie raison de me lever tôt et une vraie raison de me coucher tard. Ok. J'aime aussi enchaîner les deux, mais pas trop de fois d'affilée. Voilà, et je passe mes étés en fait à faire du trekking. Donc je me lève pendant un mois, je me lève à 6, 7, 8 heures du mat et je pars marcher toute la journée. Et le soir, je peux être au pieu parfois Trop avant que bien. le soleil ne se couche. Ah oui, c'est vrai que tu es passionné de randonnée. Mm. Je sais plus si tu l'avais dit au début, mais. Ce qui te motive à te lever chaque matin. Ouh, avec le Covid ou avant le Covid? Est-ce qu'on a droit à deux réponses? À la Comme réponse tu veux. 2022 et la réponse Comme tu 2019. Alors, qu'est-ce qui m'a... Je sais pas, j'ai toujours senti viscéralement une espèce de tension qui me pousse à gigoter, frétiller, bouger, avoir parlé trop vite et trop densément à plein de tes questions. Une qualité que tu aimes bien chez les autres et à l'inverse un défaut qui t'agace. Chez les autres, Oui. ils ont des qualités. On a la réponse. Découverte. Déclic. Non, une qualité que j'aime chez les autres, la faculté de conscientiser. Non, c'est la faculté à enrichir son champ de conscience, à l'étendre. La capacité Peu importe à ce qu'il apprendre. pense. La capacité à apprendre Alors plus qu'à apprendre, c'est apprendre, ça peut être soumis à la pulsion plaisir. Le fait d'aller vers ce qu'on connaît pas et aussi le fait d'aller vers ce qu'on n'aime pas. Donc du coup, aller vers l'inconnu, c'est aussi embrasser les deux, donc ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Donc du coup, j'aurais tendance à parler plutôt du champ de la conscience, parce qu'elle est exempte de polarité en fait. Ok, et du coup, un défaut. Quand ils sont à l'heure, déjà, ça c'est insupportable. La Ils sont nombreux à le ponctualité. faire, donc j'en ai déduit qu'on est minoritaire. Donc on va prendre le pouvoir bientôt car la roue tourne. Pas mal. Ta chanson et ton artiste préféré, si t'en as une. Ou un. Alors mon artiste préféré, ce serait Sting, pour la qualité du développement tout au long de sa carrière, le fait qu'il ait constamment justement été chercheur de la musique. Il a une grande profondeur dans les textes et quelque chose d'assez simple et efficace dans la composition, mais qui peut aussi aller toujours avec une certaine simplicité ou candeur ou pudeur, qui peut aller vers la complexité. Donc j'aime beaucoup ça. Il n'est pas dans l'ésotérisme, pas dans l'intellectualisme, mais il arrive à faire à la fois du simple et du complexe. Ouais, C'est t'aimes très bien très haut. sa personnalité et Ouais. en tout cas, ce que ça se ressent sur sa musique. Et mon morceau préféré, ce serait Bullet with Butterfly Wings des Smashing Pumpkins. Ok. Bon, ton instrument de musique préféré, je pense que c'est la guitare, mais peut-être y a-t-il une surprise J'aime bien, ça dépend en fait. Non, ça dépend. Chaque instrument a des. La musique, c'est quoi? C'est une hauteur de son, une durée du son et un rythme. Tous les instruments, presque, ont ça. La batterie n'est pas un instrument dont on dit qu'il n'est pas à hauteur définie, c'est-à-dire que les notes ne sont pas toujours ou pas forcément précises, à moins qu'on la règle. Donc du coup, chaque instrument, pour moi, c'est son petit truc. En ce moment, j'ai mis à profit le temps que je ne passais pas dans les transports à faire du piano. Et du coup, j'aime beaucoup avoir toutes les notes sous les doigts de manière claire, là où à la guitare, l'ergonomie guitaristique est un peu plus complexe. Donc voilà, ça Mais me quand fait... tu joues plutôt de la guitare. Principalement, oui. Ouais. Je sais que tu aimes bien lire. Du coup, est-ce que tu peux me dire c'est quoi le livre qui t'a marqué? Et peut-être un roman et peut-être, pour complexifier un peu, un livre aussi de développement personnel, parce que je sais que tu aimes bien tout ce qui est développement personnel. Alors, un livre qui m'a énormément marqué, qui est un recueil de plusieurs essais d'Aldous Huxley, qui est l'auteur du Meilleur des mondes, et qui s'appelle Les portes de la perception, qui a donné son nom au groupe Les Doors, et qui décrit en fait la culture humaine de la transcendance des limites, que ce soit par diverses façons, la transe ou la consommation d'alcool, de tabac, de drogue. Donc il en parle avec une manière qui est absolument hallucinante. Et après, il décrit en fait les trois types d'humains qu'il a définis à partir de notre tube digestif. Il avait déjà la conscience du charme discret de l'intestin, pour faire référence à certaines actualités. Et il avait déjà ça dans les années 60, 70 et même 50. Et donc il parle déjà en fait de l'influence de... Voilà, donc celui-là m'a énormément marqué. Alors après, en livre de développement personnel, la pratique des gestes conscients Toltec. Alors attendez, je vais te chercher la référence. C'est pratique qu'on soit à la maison. Qui est un livre en fait qui enseigne des postures
chamanique. Donc c'est pratique des gestes conscients Toltec de Paul de Grise. Ok. Et Parce que celui-ci- Toltec, pour moi, je pense aux accords Toltec. c'est pour ça. Alors c'est c'est le même peuple et là c'est 16 mouvements ou 16 petits mouvements combinés qui Mhm. permettent en fait de débloquer l'énergie à travers tout l'organisme et qui sont Ah. associés au souffle. Ok. Donc très pratico-pratique, du coup, comme livre. Ouais, j'ai aussi pratiqué les 4 accords Toltec. Ah. C'était Ok. marrant. Une personne qui t'inspire, qu'elle soit morte, célèbre, connue, pas connue, peu importe. Tu peux en dire 2 si Mike Horn. Mike Horn. Alors là, du coup, je vais faire juste une citation de lui. Voilà. Parfois, c'est pas beau. Parfois, je souffre. Parfois, il pleut. Mais c'est toujours beau. tu veux. Merci pour l'imitation. Je suis Pour se grand rendre fan. compte de qui est cette personne. Ceux qui Ah, ne et aussi, tiens, connaîtraient un pas. deuxième, Nims Ah. Day. Nims Day. Nimsdai, ou DAY, c'est le Népalais qui actuellement est en train de faire sortir le Népal de l'esclavagisme des sommets et qui est en train de rendre à l'alpinisme ses lettres de noblesse et son peuple de noblesse qui est le peuple népalais d'ailleurs. Voyez le film 14 Peaks, 14 sommets, et c'est lui le détenteur du record actuel. Il a mis 6 ans de moins que la dernière personne qui l'avait fait à avoir gravi les 14 pires sommets himalayens. Ah oui, ok. Une pointure, là. Ouais, une grosse nouveauté dans le monde du sport. Et pour terminer, est-ce que tu aurais une citation que tu voudrais partager sur le podcast? Une phrase qui te, je sais pas, qui te drive ou que tu trouves inspirante? Recherche la liberté, tu deviendras l'esclave de tes désirs. Recherche la discipline et tu trouveras ta liberté. Frank Herbert, l'auteur de Dune. Mmh. Ah, c'est pas mal ça. Mhm. Ah, puis ça reprend ce qu'on s'est dit sur justement le fait d'avoir une discipline, puisque... Et ça plaît à la gauche comme à la droite. Ah, c'est vrai. ouais, il y a La un gauche le petit fait, la droite côté, l'exploite. Non, qui a dit ça? C'est très ambivalent Je ne politiquement. connaissais ça. pas cette citation, donc non, vraiment, je suis, je suis d'accord. Bon, bah, merci beaucoup, Charlie, pour cette conversation. Merci Célia. Puis, je te dis à très bientôt. À bientôt. Sitting in the morning sun, I'm sitting on the evening comes, watching the chips roll round, and I'm watching on a gray day. Oh, sitting on the dock of the bed, watching the night roll away. Sitting on the dock of the bed, wasting time. Left my home in Georgia, headed for the Stowaway. I have nothing to live for. Looks like nothing's gonna come my way. So sitting on the dock of the bed, watching and I drove away. Sitting on the bed, wasting time. Looks like nothing's gonna change. Everything will still remain the same. I can do what people tell me to do. Yes, I decided made to say I'm sitting here resting my bones, and this thought it has to be alone. Get down in my road just to make this my home. So sitting on the down's bed, I cheat and I drove away. Sitting on the down's bed, wasting time. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que cette exploration vous a plu.
Si vous avez écouté cette conversation jusqu'ici, eh bien je pense que oui. Alors le meilleur moyen de me le dire et de m'aider à faire connaître le podcast, eh bien c'est de me laisser un petit mot doux en commentaire avec une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur iTunes. Ça vous prend 1 minute et vraiment ça m'aide énormément. De mon côté, sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire découvrir cet univers et ce job passionnant. Si vous avez quelque chose à me suggérer, un commentaire ou quoi que ce soit d'autre, eh bien, vous me contactez par mail à mapassionmonjob@gmail.com. Et pour ne rien louper de mes aventures d'exploratrice et retrouver toutes les coulisses du podcast, eh bien, ça se passe sur le compte Instagram et Facebook de Ma Passion Mon Job. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration.